Salam alaikum, Azul Filaoun, bonsoir. L'Algérie traverse un moment charnière de son histoire contemporaine, marqué par une accumulation de choix stratégiques lourds de conséquences et par un rétrécissement inquiétant de l'espace politique et civique. De la scène internationale aux réalités sociales internes, un même malaise s'impose, celui d'un pays engagé dans un grand écart permanent sans débat, sans transparence et souvent sans contre-pouvoir effectif. Sur le plan géopolitique, l'acquisition de chasseurs russes Su-57E illustre cette volonté affichée d'indépendance stratégique, tout en exposant le pays à des risques diplomatiques majeurs, en se rapprochant de Moscou dans un contexte international polarisé. L'Algérie affirme sa souveraineté mais s'expose à des sanctions potentielles et à un isolement qui pourrait fragiliser une économie déjà sous tension. Naviguer entre Moscou et Washington exige finesse et clarté stratégique. Or, le silence officiel et l'absence de débat public rendent cette navigation périlleuse. À l'intérieur, le fossé entre le discours politique et la réalité vécue par la jeunesse ne cesse de se creuser. L'appel du président Tebboune aux jeunes Algériens en situation irrégulière à l'étranger, aussi symbolique soit-il, se heurte à une crise de confiance profonde. Ce que réclame cette jeunesse n'est pas seulement un retour au pays, mais des garanties, emploi, dignité, liberté, perspective. Tant que ces conditions ne sont pas réunies, l'exil, même précaire, continuera d'apparaître comme un échappatoire plutôt qu'un échec. Plus préoccupant encore, la multiplication des atteintes aux libertés fondamentales révèle une dérive structurelle. Le refoulement de Nassera Dutour et l'arrestation entourée d'un silence troublant de Djelloul Slama s'inscrivent dans une même dynamique préoccupante. Selon plusieurs sources concordantes, cet ingénieur, docteur en économie et expert en management et en ingénierie financière, aurait été interpellé à la suite d'une intervention télévisée. Il n'y a pourtant accompli que ce qui devrait relever de l'évidence dans toute société démocratique. Analyser des choix économiques, en mesurer les risques et en interroger les fondements. Son seul tort aurait été d'exprimer un regard critique sur le projet stratégique de Rajbilet. Une dérive inquiétante qui pose une question essentielle. Depuis quand l'analyse économique est-elle devenue un délit? Et à quel moment le débat d'idées a-t-il été assimilé à une menace pour la sécurité? La judiciarisation des voix critiques et le silence des institutions traduisent une normalisation de l'exception. Le droit censé protéger semble de plus en plus mobilisé pour dissuader, intimider et neutraliser. La critique argumentée devient suspecte, l'expertise dérangeante, la parole indépendante risquée. Ce climat n'est pas anodin, il mine la confiance, pousse les compétences à l'exil et installe une peur diffuse qui asphyxie le débat public. Une société qui réduit ses intellectuels au silence, qui empêche ses citoyens de rentrer chez eux et qui traite l'analyse comme une menace, compromet sa propre capacité à se réformer et à affronter les défis à venir. L'Algérie est aujourd'hui face à une question centrale. Peut-on prétendre à la souveraineté stratégique sans souveraineté citoyenne, sans liberté garantie, sans justice indépendante, sans espace pour la critique et le débat? Les choix politiques, aussi audacieux soient-ils, risquent de se retourner contre le pays lui-même. Le silence, dans ce contexte, n'est pas une option neutre. Il est un signal. Il engage l'avenir. Nous reviendrons sur toutes ces questions avec nos invités dans un instant, juste après cette petite intro. Rétro-info de la semaine. Chaque dimanche, donc, on revient sur l'actualité de la semaine. Et vous l'avez bien sûr
suivis dans cette introduction. On va revenir sur la question de la diplomatie. L'Algérie, en achetant donc des chasseurs Su-57E russes, se trouve aujourd'hui dans un tournant géopolitique majeur à Washington par le biais de la loi CAATSA, pourrait imposer donc des sanctions à l'Algérie qui risquerait ainsi de se retrouver isolée à un moment où elle cherche à diversifier ses relations internationales. On va revenir aussi sur l'appel du président Tebboune aux jeunes Algériens en situation irrégulière à l'étranger, mais aussi l'allocution prononcée à l'ouverture de la conférence des chefs de poste consulaire qui a été chargée de présider par le président de la République, donc par Sefi Ghraïeb, qui a précisé que la tenue de cette conférence, donc plus de 20 ans après sa première édition, s'est imposée comme une nécessité afin d'évaluer ce qui a été accompli en direction de la communauté nationale à l'étranger. On terminera bien sûr avec la question des libertés et des droits de l'homme en Algérie, l'affaire de Nasser Al-Doutour, mais aussi la disparition du docteur Djelloul Slama en particulier. Donc, voilà les thèmes d'aujourd'hui et j'ai le plaisir d'avoir avec nous ce soir pour en débattre par rapport à toutes ces questions. Hamid Lelou, directeur de Run for Democracy in Algeria, il est avec nous depuis Washington via Skype. Hamid Lelou, bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Marhaba bik. Bonsoir, c'est Nasser et bienvenue à tout le monde. Je reconnais tout le monde, donc toujours un plaisir. Merci beaucoup Hamid Lelou. Marhaba bik, très content de vous avoir. On a aussi le plaisir, vous l'avez vu avec nous, Maître Salah Debbouz, avocat, défenseur des droits de l'homme. Il est avec nous depuis Bruxelles, via Skype aussi. Maître Salah Debbouz, marhaba bik. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Bonsoir, c'est Nasser. Bonsoir aux invités et aux téléspectateurs et merci pour l'invitation. Merci beaucoup, maître. Et vous l'avez aussi aperçu, notre ami Lias Jubaili, ingénieur économiste et militant politique. Il est avec nous depuis Paris, via Skype. Lias Jubaili, bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Marhaba bik, Lias. Bonsoir, Nasser. Merci pour l'invitation. Mes salutations les plus chaleureuses à mon ami Hamid Lelou et à Monsieur Maître Debbouz et puis à toute l'équipe Maghrébia qui assure la couverture de votre émission. Encore merci pour l'invitation. Barakallahu fik, merci beaucoup Lias. Merci à vous tous donc d'avoir accepté l'invitation. On va essayer de revenir sur cette actualité chargée cette semaine. D'abord, on va regarder ce petit clip, cette petite vidéo. On va revenir, pardon, c'est pas l'image, mais on va revenir sur la vidéo d'abord. Donc, Soundbite, tous nos amis de la régie, qu'on salue. On salue nos amis de la régie. C'est deux bonnes émissions, Inch'Allah, qu'on va faire avec vous. Et on salue aussi votre patience. On regarde ce clip concernant donc la question de cette discussion au niveau du Congrès américain concernant donc ce qui va se passer avec cette question d'achat d'armement. On parle de cette loi CAATSA, Countering America Adversaries Through Sanction Act. Donc, on parle des sanctions possibles contre l'Algérie. On regarde cette vidéo. Dans un contexte de menaces sécuritaires croissantes au Sahel et en Afrique du Nord, l'Algérie s'impose comme un acteur central de l'équilibre régional. À Washington, des membres du Congrès américain ont salué son expertise reconnue dans la lutte contre le terrorisme, mettant en avant son expérience de terrain, sa capacité éprouvée à sécuriser ses frontières et son rôle de partenaire stratégique face aux défis sécuritaires transnationaux. L'Algérie apparaît à la fois comme un atout stratégique et un enjeu majeur, la lutte antiterroriste constituant une priorité de la coopération bilatérale. Les succès enregistrés par l'Algérie en matière de lutte contre le terrorisme en font un pilier essentiel de la stabilité régionale. Le pays dispose de capacités sécuritaires solides et assure une maîtrise efficace de ses frontières depuis plusieurs décennies. Parallèlement, les États-Unis amorcent un réajustement de leur stratégie en Afrique, reconnaissant que l'approche exclusivement militaire ne suffit plus face à l'évolution des menaces terroristes. Le commandement de l'Africom plaide désormais pour une approche globale intégrant les dimensions sécuritaires, économiques et de développement. Une orientation qui rejoint la stratégie algérienne fondée de longue date sur le développement comme levier de stabilité.
Alger l'a concrétisé à travers la mise en place d'un fonds d'1 milliard de dollars au profit des pays africains via l'Agence algérienne de coopération internationale pour la solidarité et le développement. Enfin, l'Algérie défend activement au sein des instances régionales et onusiennes l'intégration du développement en stratégie antiterroriste au Sahel, consolidant ainsi son statut d'acteur clé et de partenaire stratégique de la stabilité régionale. Voilà, c'est comme ça que donc la question de cette discussion au niveau du Congrès a été présentée dans les médias algériens, mais aussi dans la presse algérienne. On a parlé des titres qui ont été relayés par la presse algérienne. Des membres du Congrès américain saluent le rôle de l'Algérie et son expérience pionnière dans la lutte antiterroriste. Le Moudjahid aussi, on a fait un grand titre, l'Algérie, acteur de stabilité en Afrique du Nord et au Sahel, la reconnaissance du Congrès américain. Donc, mais aussi l'Algérie au centre d'un débat au Congrès américain. Ce qui n'a pas été dit, c'est que cette version aussi n'a pas été mentionnée par les médias algériens. On regarde. Public reporting currently suggests that the Algerian government has purchased Russian fighter aircraft. What is the administration's thinking on CAATSA sanctions if Algeria does order a number of planes from Russia? Thank you, Senator. We also have seen those media reports, and they're concerning. I would say that the Department of State is committed to upholding the Countering America's Adversaries Through Sanctions Act, and we are transactions like those that you have described. They may trigger that determination. This is something that we will watch closely, and we use the leverage that we have often in private, diplomatically, to advance our interests and stop behavior which is not acceptable. Voilà, donc ça c'est la version américaine, bien sûr. Il faut rappeler que donc l'Algérie est le premier client du Su-57E, donc un avion de chasse 5e génération. 2 avions ont été livrés sur un contrat de 14 par, bien sûr, la Russie. Hamid Lello, vous êtes à Washington, je vais commencer avec vous cette question. Comment peut-on lire donc ce débat au sein du Congrès américain, ce qui a été mentionné comme possible donc sanction contre l'Algérie? On parle de cette loi de CAATSA, Countering America's Adversaries Through Sanction Act. Donc, qu'est-ce que vous pouvez nous dire, Hamid Lello? Sénateur, on a affaire aux États-Unis, c'est un grand pays, tout le monde le sait. C'est un grand pays parce que c'est un pays avec des institutions fortes, très solides, ancrées dans le système politique américain. Ce qui est en train de se passer, ce qu'on voit, tous ces débats entre les sénateurs et les témoins, ce qu'on appelle les témoins, ce sont soit des personnalités privées, ou bien des chercheurs, ou bien des fonctionnaires, comme c'est le cas du monsieur qui a été parlé au niveau du Sénat en tant que témoin de ses recherches, de ce qu'il fait par rapport à ce qui se passe en Algérie. Comme c'est des institutions, aucune décision finale n'est prise avant qu'il y ait cette concertation, débat contradictoire pour qu'il sorte avec une note finale qui présente au président et après c'est au président de prendre la décision finale. En ce moment, ce qu'on est en train de vivre, c'est un débat très approfondi entre le Sénat, qui est une institution très forte, et cette chambre que vous voyez, c'est une chambre qu'on appelle le comité. C'est un comité des affaires africaines. Il y a des comités aux affaires africaines, asiatiques, politiques, économiques, terrorisme, etc., etc. Donc c'est un comité qui est présidé par le sénateur Ted Cruz. Et il y a aussi à une époque Rubio, qui est l'actuel ministre des Affaires étrangères, qui à l'époque était aussi sénateur, et il avait déclenché une action de sanctions contre l'Algérie, justement suite à ce contrat de vente d'armes russes à l'Algérie. À ce stade, je dis bien à ce stade, apparemment aucune décision n'a été prise.
Il y a des tractations qui sont dans les coulisses. Et d'ailleurs, le monsieur qui a témoigné face au Sénat avait utilisé deux mots clés auxquels pas beaucoup d'Algériens, peut-être aucun Algérien, n'avait prêté attention. Il a utilisé le mot levier, leverage, et il a utilisé privé. C'est-à-dire que dans la politique de négociation des Américains, ils essayent toujours de trouver un levier pour forcer ou bien pour convaincre l'autre partie à suivre leurs recommandations ou leurs demandes. Ça, c'est un. De deux, il a utilisé le mot privé parce que la politique, et les gens ils doivent le savoir, vos téléspectateurs, en diplomatie, nous avons deux types de diplomatie. Nous avons diplomatie 1.0, c'est la diplomatie officielle. Nous avons la diplomatie track 1.5, diplomatie track 2.0. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en parallèle de ce qui se fait de manière officielle, il y a aussi la diplomatie non officielle qui fait que les gens se parlent derrière les rideaux parce qu'on ne peut pas parler de tout. Et c'est ce qu'il a déclaré, donc, Robert Palladino, chef du bureau des affaires du Proche-Orient et du département américain. Et un autre point, pour passer la parole à nos chers invités, Maître Debbouze et mon ami Yes, il y a aussi autre chose, c'est que les sénateurs, c'est des politiciens. Et ils adorent les caméras de télévision. Et ils parlent parce qu'il faut qu'ils montrent à leur public qu'ils font leur travail. Et il y avait une question aussi à laquelle beaucoup de gens n'ont pas prêté attention, c'est que quand le sénateur Cruz a insisté sur certains points par rapport à l'Algérie et que moi je connais le président, il veut dire que le Polisario c'est une organisation terroriste, etc. Qu'est-ce que le monsieur de State Department lui avait dit? Il a dit, écoutez, monsieur le sénateur, si vous insistez, j'aimerais bien, mais pas ici. Vous voulez qu'on parle de ces choses-là, il y a une place, pas tout le monde peut parler. Du coup, je ne peux pas répondre à toutes vos questions. Donc, même nous, si on fait des analyses, il y a beaucoup d'informations dont nous ne disposons pas. Donc, vous ne pouvez pas dire que ça va aller dans un sens ou dans l'autre. Et enfin, j'ai beaucoup aimé l'article de Qadi Hassan. Je pense que ça résume, en gros, la situation de comment l'administration américaine perçoit le régime algérien ou l'Algérie. Notre problème à nous, c'est qu'il faut se dissocier des deux, mais c'est difficile. Mais la décision n'a pas été prise et wait and see, comme on dit. Et là, vous avez mentionné, bien sûr, Hamid Lelou, l'article qui a été écrit par Ihsan Qadi sur donc, le site Maghreb Émergent, qui a parlé de 5 points pour lui. Donc, on est très loin des sanctions, on est très loin donc, du conflit qui va opposer entre Alger et Washington. Il a parlé que l'Algérie n'est pas un adversaire idéologique central, premier point. Deuxième point, depuis un an, Alger évite la confrontation avec Washington. Et pour lui aussi, le troisième point, les ressources peuvent s'obtenir par un contrat, pas par crise. Le quatrième point, le pays est plus résilient que les cas extrêmes. Le cinquième, Trump pourrait être absorbé par ces batailles internes. C'est ce qu'il a développé donc Ihsan Qadi. Si vous permettez, vite fait, je vais donner la parole à vos invités. Moi, oui. Pour moi, une lecture globale de tout ça par rapport à l'Algérie, moi, c'est là où ça me permet de dire qu'au niveau du pouvoir algérien, il y a deux têtes. Il y a l'Algérie opérationnelle, intelligente, intègre, qui veut les intérêts de l'Algérie, et le régime de police politique. Et j'espère que j'aurai l'occasion d'élaborer là-dessus plus tard.
Très bien. C'est ce qui fait le travail en tant qu'analyste très difficile, parce qu'il faut que je puisse distinguer entre les deux. Et ça, c'est difficile à faire. Très bien. Mais aussi, le responsable américain, donc Robert Palladino, chef du bureau des affaires de Proche-Orient au département d'État, Hamid Lello, et là, bien sûr, je vais donner la parole à notre ami Elias Jubaili et Maître Salah Debbouz, c'est qu'il a utilisé ces mots en anglais, they may trigger. Ça veut dire qu'il y a une possibilité que cette loi s'appliquera donc au cas algérien. Mais comme je l'ai dit aussi, c'est que la presse algérienne a mentionné que les membres du Congrès américain ont salué le rôle, Maître Salah Debbouz, le rôle de l'Algérie, son expérience pionnière dans la lutte antiterroriste. L'Algérie est acteur de stabilité en Afrique et donc du Nord et au Sahel. L'Algérie au centre d'un débat au Congrès américain salue le rôle positif de l'Algérie. On va regarder les déclarations. Donc, number 4, nos amis de la régie, de Mossad Boulos, donc l'envoyé spécial qui a visité Alger dernièrement. On l'écoute. لقد أكدت مع الرئيس تبون على التزامنا المشترك بتعزيز تعاوننا خاصة فيما يتعلق بإحلال السلام ومعالجة الانشغالات الأمنية والإقليمية. كما أقررنا بالإمكانات الكبيرة لتوسيع علاقاتنا التجارية استنادا إلى الأسس المتينة للتعاون الاقتصادي بين بلدينا. وقبيل هذا اللقاء سنحت لي الفرصة للقاء وزير الشؤون الخارجية السيد أحمد عطاف لمناقشة جهودنا المشتركة لدعم السلام والاستقرار بما في ذلك في منطقة الساحل. كما التقينا مع وزير الدولة وزير المحروقات والمناجم محمد عركاب لاستكشاف آفاق جديدة للشراكة التجارية وكيف يمكن للولايات المتحدة والجزائر العمل معا لتحقيق منفعة متبادلة. ثقتي في قوة العلاقات الأمريكية الجزائرية. Voilà, donc les déclarations donc, de Mossad Boulos, l'envoyé spécial des Américains. On va écouter aussi Al-Majid Tebboune qui parle d'une relation, de très bonne relation avec les Américains. هناك تقارب في هذه الفترة جزائري أمريكي. احنا اليوم تقارب الأمريكي الجزائري ولا الروسي الجزائري ولا الصيني الجزائري ça c'est notre ADN. احنا أصدقاء من أمريكا واللي يظن العكس غلط. البعض يشوف قبل استيقاننا اسمح لي قبل استيقاننا البعض ولا مش البعض؟ لا البعض يشوف كل تقارب من أمريكا السيد الرئيس هو ابتعاد عن روسيا. هذا هو أبيض ولا أسود. الناس ما يعرفوش منطقة رمادية، ما يعرفوش علاقات دبلوماسية. يا راني مليح معاك ونعاديك ولا نعاديك ولا نكون مليح معاك ونعاديك. هذه مش علاقات دولية هذه. احنا قلنا هلا أصدقائنا الأمريكيين. احنا ما نقدرش جو سوي با ان ساتيليت دو كيكونك. مي صداقتي مع روسيا ما نتخلاش عليها، صداقتي مع الصين ما نتخلاش عليها، وصداقتي مع الولايات المتحدة ما نتخلاش عليها. راه انه ما بقاتش منطقة وسطى بين الجنة والنار، يعني بين قوسين. ما كان لا جنة لا نار في العلاقات الدولية. في العلاقات الدولية. علاقات دولية مصالح. مصالحي معاك ومصالحي معاك انت ومصالحي مع الاخر، ما تقدرش تفرض عليا باش ما تكونش عندي مصالح مع واحد اخر. حوسوها توبري باش نكون خصم الفلان ولا فلان، مانيش خصم. هي اللي صاف باللي علاقاتنا مع روسيا ما نتخلاش عليها، وعلاقاتنا مع امريكا ما نتخلاش عليها، وعندنا حتى اتفاقيات عسكريه اليوم مع امريكا. كيس كيل فال هاد الناس هادو. الدوله اليوم عندها 63 عام، رانا في نضج سياسي كبير ومحسدين، يعني محسودين على التصرفات تاعنا. يا ريت ناس اخرين تبعوا الجزائر وما تورطوش في امور اللي ماهيش قدهم. Voilà, donc les déclarations
de Abdelmajid Tebboune. J'ai vu votre sourire, Elias Jubail. Maître Salah Debbouz, yani, ma fiha la jannah la nar, on parle de relations internationales, des intérêts du pays. Abdelmajid Tebboune a déclaré: je ne suis pas un satellite donc, de quiconque. Parlons donc de l'Algérie. Comment peut-on lire ce qui s'est passé au Congrès américain? L'Algérie entre Moscou et Washington. Est-ce que vous pensez que c'est un choix stratégique risqué? Est-ce qu'on peut avoir de bonnes relations avec Moscou? En même temps, on peut avoir de bonnes relations avec Washington. Quelle est votre réaction dans un monde qui est en train de changer très très vite géopolitiquement et on a vu ce qui s'est passé ces dernières semaines, ces derniers mois. Maître Salah Debbouz. Alors d'abord, les Américains ne reprochent pas à l'Algérie d'avoir des relations avec Moscou, avec n'importe quel autre pays. Le reproche, c'est d'acheter des armes. Parce que même le Maroc a des relations avec la Russie. Le reproche, cette loi sanctionne les gens qui achètent les armes de 3 pays qui sont considérés par les États-Unis comme des pays qui nuisent aux intérêts des États-Unis sur le plan militaire. Et donc, cette loi dit que les gens qui achètent les armes à ces 3 pays, à savoir la Russie, l'Iran et la Corée du Nord, ce sont des gens qui financent l'industrie militaire de ces pays. Donc, ils doivent être sanctionnés. C'est ça, c'est pas d'avoir des relations, c'est d'acheter des armes. Mais est-ce que, Maître Salah Debbouz, je vous ai coupé la parole. Est-ce qu'il n'y a pas la question de la souveraineté? L'Algérie a le droit d'acheter ses armes là où elle veut. Est-ce qu'il n'y a pas cette question qui est posée aussi, Maître Salah Debbouz? Il y a la question de la souveraineté, bien sûr, mais il y a la question de relations internationales aussi. C'est-à-dire l'Algérie est souveraine d'acheter les armes où elle veut, et les États-Unis sont aussi souverains de sanctionner l'Algérie s'ils estiment que l'achat des armes chez les Russes porte atteinte aux intérêts des États-Unis. C'est comme l'Algérie qui peut sanctionner quelqu'un qui nuit à ses intérêts. Aujourd'hui, par exemple, hier, on a entendu Tebboune dire que je vais annuler les vols en direction des Émirats. Pourquoi? Parce qu'il estime que ce pays, qui est souverain de faire ce qu'il veut faire, porte atteinte aux intérêts de l'Algérie. Au niveau international, tout le monde est souverain et tout le monde peut prendre des mesures contre tout le monde aussi s'il considère que ça touche à ses intérêts. Maintenant, juste pour la nuance de l'Algérie, dirigeants et l'Algérie, le reste de l'Algérie où il y a beaucoup de gens bons, gentils et tout ça, mais au niveau international, les pays, non mais les pays traitent avec les pouvoirs en place, officiels. Ils ne traitent pas ni avec moi, ni avec vous, ni avec quelqu'un d'autre. Il y a un pouvoir. Si le peuple, ce pouvoir ne lui plaît pas, il doit le changer. S'il ne le change pas, tacitement, il dit, même s'il est réprimé, mais sur le plan international et sur le plan juridique, le pouvoir représente ce peuple jusqu'à preuve du contraire. Donc sur ça, pour les Américains, quand ils parlent de l'Algérie, ils parlent des représentants du peuple algérien qui tiennent le pouvoir, et donc pour lui, ils agissent au nom du peuple, les mauvais et les bons. Donc ce deuxième point, je voulais juste clarifier certaines choses. Le troisième point, le sénateur qui avait posé la question au témoin qu'il avait convoqué, qui était un ex-responsable, et qui pour lui dire, est-ce que le Polisario est une organisation terroriste, parce que ce témoin avait fait un rapport pour dire que au nord dans le Sahel et au nord au nord du Sahara, en Afrique du Nord, c'est vrai que l'Algérie a combattu les groupes terroristes, mais il y a des actes terroristes qui sont là. Alors donc la question était claire. Et l'autre, il a refusé, parce que moi j'ai essayé de suivre ce débat. L'autre, il a refusé de répondre.
Il a dit non, nous on essaye de, mais lui dit, mais répondez-moi à ma question, est-ce que quand vous parlez d'autres organisations terroristes, est-ce que vous visez le Polisario ou pas? Et puisqu'il n'y avait pas de réponse, il lui a dit, bon, ça sera une question qui va être traitée en privé, pas en privé, à huis clos. C'est pas une question qui va être traitée en public. Mais alors, il faut savoir une chose, il ne s'agit pas aujourd'hui de dire est-ce qu'il y a ou pas des sanctions. Mais la question c'est, les Américains ouvrent-ils des dossiers qui peuvent nuire sérieusement à l'Algérie dans un avenir très proche et ces dossiers sont-ils argumentés par des éléments sérieux? C'est ça la question. Quelles sont les questions les deux questions qui ont été posées sur l'Algérie au Congrès la semaine dernière, je pense? Deux choses principales. Que l'Algérie achète des armes à la Russie, donc que le Congrès doit examiner la question de la sanctionner. Est-ce qu'il y a des faits qui peuvent justifier ça? C'est pas une question de sentiment, ça c'est une question, chez les Américains c'est une question, c'est pragmatique ça. C'est une question qui doit être traitée dans le cadre de cette loi. Si l'Algérie achète des armes, et des armes d'une certaine valeur, je pense que pour les avions qu'elle a dernièrement achetés, l'Algérie est classée parmi les premiers clients de la Russie. Et donc, ça peut constituer un élément très sérieux qui peut mettre l'Algérie sous des sanctions par rapport à cette loi. Et la deuxième question, est-ce que ce rapport parle du Polisario en tant qu'organisation terroriste ou pas? Parce que si c'est le cas, l'Algérie peut être traitée comme un pays qui abrite une organisation terroriste. Et ces deux points, moi je pense que ce sont deux points sérieux qu'il faudrait... Est-ce qu'il y a la question du lobbying, Maître Salah Debbouz? On sait très bien aussi qu'il y a la question du lobbying aux États-Unis et que peut-être ces politiques sont influencées par ces groupes de lobbying, quand il s'agit bien sûr de la question de la relation avec Alger, mais aussi la question du Sahara occidental. Bien sûr qu'il y a du lobbying, mais le lobbying, il joue, mais en général, les États-Unis ne peuvent pas, les institutions américaines ne peuvent pas obéir à un lobby qui va, c'est-à-dire qui ne soit pas dans l'intérêt des États-Unis. S'il y a un lobby, il y a un lobby pour et contre. Maintenant, c'est des questions fondamentales et sérieuses, ce n'est pas de petits détails. C'est-à-dire ce n'est pas une question de dire si le Sahara doit avoir une indépendance ou rester attaché au Maroc. Là, il peut y avoir des pressions de lobbying de part et d'autre, et les Américains, selon des intérêts, ça peut basculer d'un côté comme de l'autre. Non, ça, c'est des questions de principe par rapport aux Américains. Il s'agit d'organisations terroristes. Ce n'est pas est-ce que le Polisario représente le peuple sahraoui ou pas? Est-ce que le Sahara occidental il a le droit à un référendum ou pas? Non. Est-ce que le Polisario est une organisation terroriste ou pas? Parce qu'il y avait une insinuation par ce monsieur qui a été questionné d'existence d'organisations terroristes en Afrique du Nord sans les nommer. Et la question lui était adressée pour savoir, quand vous parlez de ça, est-ce que c'est le Polisario que vous visez? Il n'a pas dit non, il n'a pas dit oui, mais il n'a pas dit non. Et le fait de ne pas dire non, ça veut dire que c'est sérieux. Donc ça, ce sont des questions à prendre très au sérieux aujourd'hui pour éviter des complications demain. Ensuite, la deuxième question, donc, c'est l'armement qu'achète l'Algérie à la Russie. Ça, c'est un fait il y a une loi qui dit que si vous achetez des armes à la Russie, surtout des armes lourdes, vous financez l'industrie militaire des 3 pays désignés par les États-Unis, et donc vous devez subir ces sanctions.
Alors, des lobbying ou pas, de toute façon, il y a des arguments sérieux. Les deux points dans lesquels l'Algérie a été citée présentent des arguments assez sérieux pour faire attention aujourd'hui de ne pas tomber dans ce piège. Maintenant, il y a un contrat signé avec la Russie pour la livraison de 12 avions. Est-ce que l'Algérie va changer de comportement? Est-ce qu'elle va aller jusqu'au bout de ce contrat? Est-ce qu'aller jusqu'au bout de ce contrat va faire que les Américains vont traiter cette question, mais ils vont dire, bon, puisque c'est l'Algérie, nous, on l'aime bien, on ne va pas lui appliquer ces sanctions? Je ne pense pas, parce qu'il y a des faits et il y a une loi. Et la question est posée. Maintenant, la décision va être prise demain ou dans un an. Il faut faire attention. Donc, quand Tebboune dit, nous, on a des relations avec tout le monde, la question, c'est pas ça, c'est pas avoir des relations. Les Américains ne sanctionnent pas les gens parce qu'ils ont des relations, mais ils sanctionnent des gens qui vont acheter des armes à 3 pays qui sont désignés comme ennemis des États-Unis, qui sont la Russie, l'Iran et la Corée du Nord. Très très bien. Restez avec nous, Maître Salah Debbouze. Lias Djbaili, est-ce que l'Algérie, en naviguant entre ces puissances, on parle de Washington, on parle de Moscou, semble chercher à préserver sa souveraineté? Mais la question qui se pose, à quel prix? Mais aussi dans nos choix diplomatiques, nos choix aussi par rapport à ce monde qui est en train de changer avec brutalité en termes géopolitiques. Votre réaction par rapport à cette question? Merci Nasser. Je vais essayer de donner une autre analyse qui portait sur la géopolitique et par rapport au timing. L'Algérie, en 2019, elle a acquis 14 avions bombardiers Su-35, on va dire l'équivalent d'un F-16 reconditionné de très haute facture, voire F-22. En 2019, c'est-à-dire que les États-Unis scrutaient l'Algérie en 2019, déjà. C'est-à-dire après, le pouvoir a décidé d'acquérir des avions de 5e génération, des Su-57, c'est l'équivalent des F-35. Mais l'avantage de ces Su-57, c'est qu'au fait, ils sont dépourvus de fonctionnalités. Les Danois, quand ils ont acheté, ou les pays européens, quand ils achètent des F-35, il y a des fonctionnalités, c'est-à-dire ils utilisent leur avion. Une fois leur avion décolle, s'ils reçoivent ce qu'on appelle les codes des États-Unis, c'est-à-dire une condition sine qua non qui portait sur un avion F-35. C'est les règles du constructeur américain. Contrairement au Su-57, c'est des avions de 5e génération, mais les fonctionnalités, Alger n'a pas besoin de l'accord tacite de Moscou pour faire décoller. Et c'est ça ce qui fait un petit peu cette supériorité dont craint les États-Unis et puis d'autres pays. Alors, il y a eu déjà un précédent avec la Turquie en 2017, quand elle a voulu acquérir des missiles, le S-400, les fameux S-400, c'est des systèmes missiles russes. La Russie a été sanctionnée parce qu'en 2017, durant le premier mandat de Trump, il a voté cette loi 400 en 2017, sanctionnant les Turcs. Mais les Turcs, ils ont cette capacité de résilience, sont très connus, ils ont résisté aux pressions américaines parce qu'ils se considèrent qu'ils sont capables d'acheter des patriotes américains, comme ils ont toute leur flotte américaine aviation, c'est des F-16, et comme ils peuvent avoir des S-400, des S-300, voire des S-500. Donc, Trump, il a signé. Mais par contre, il y a un embargo sur l'achat des armes américaines de très haute volée jusqu'à 2027. Donc, ils doivent encore purger une sanction jusqu'à 2027. Mais la Turquie n'est pas l'Algérie. Moi, je me pose la question sur le plan purement algérien. Le timing pour la course à l'armement. On aurait pu, écoutez, après, moi je ne suis pas un expert militaire, mais je considère, quand on veut faire une analyse, il faut qu'elle soit désalignée de toute idéologie. Je considère aussi
peut-être au sein du management militaire algérien, il doit y avoir des têtes pensantes qui ont fait des études et qui ont poussé, qui considèrent quels sont les besoins concrets parlant de l'Algérie. Est-ce que l'Algérie cherche à des armes défensives ou offensives? Est-ce qu'on aurait pu se contenter des Su-35, jouer le timing et après on verra? On est dans une incertitude vraiment géostratégique et géopolitique qui est néfaste pour le pays, parce que déjà on est au creux de l'isolement. Avec cette loi 4SA qui risque d'être votée, on risque encore de creuser l'isolement. Mais les sanctions peuvent être aussi sous plusieurs formes, c'est-à-dire que l'Algérie ne peut plus commercialiser avec le dollar américain, parce que c'est une monnaie souveraine américaine. Je peux t'interdire de commercialiser avec mon dollar. Aussi, une autre forme de sanction, le refus des visas. Aussi, une autre forme de sanction, c'est-à-dire que les entités américaines peuvent ne plus investir dans le pays comme l'Algérie. C'est-à-dire, vous faites un garage billette, vous dites que nous avons exporté l'équivalent de 5 millions de tonnes et avec tout ce qu'on a vu, mais les Américains peuvent donner un signal à tous les investisseurs miniers de ne pas investir en Algérie. Ça, c'est une sanction. La sanction, elle n'est pas une sanction militaire. Mais est-ce que aussi, Elias Jbeili, quand vous avez parlé donc de cette coopération avec les États-Unis, on se rappelle de cette déclaration phare de l'ambassadeur américain qui a dit que en termes de coopération avec les États-Unis, there is no limit. The sky is the limit. Donc a textuellement déclaré Bourhadoum. Mais aussi, est-ce que vous pensez cette dernière loi minière qui a été votée l'année dernière en 2025 est une forme de gage pour cette stabilité de relation avec Washington? Quand on voit bien sûr que cette loi a été critiquée en termes de pourcentage, 80% pour les sociétés privées donc et 20% pour l'État algérien. Elias Jbeili. Je pense il faut dire les choses, c'est vrai. Les relations entre l'Algérie et les États-Unis, ce sont des relations, on va dire, il y a une certaine relation d'amitié, il faut reconnaître, et ça remonte au temps de JFK quand il était un jeune sénateur. En envoyant un message à Eisenhower de dire que le peuple algérien mérite son indépendance. D'ailleurs, De Gaulle, il a rétorqué en disant que la question algérienne, c'est une question franco-française et que Kennedy n'a pas le droit. Kennedy, il a riposté que vous n'aurez pas votre bombe nucléaire, vous n'aurez pas un transfert technologique d'atomes et de missiles américains tant que la question algérienne ne sera pas débattue au sein de l'ONU, pour vous dire que quand même il y a une certaine amitié. Aussi, il faut dire que la visite de Ben Bella qui a été reçue en grande pompe par JFK, il y avait cette relation. Mais c'est que, il faut dire les choses, Yann Assad, je l'ai toujours dit, c'est que la diplomatie algérienne n'a pas su entretenir de très bonnes relations avec les États-Unis. C'est-à-dire, peut-être l'équation est difficile. Est-ce qu'il faut prendre la Russie ou les États-Unis? Est-ce que nous allons choisir la Russie ou les États-Unis? Non, nous pouvons avoir des relations diverses et variées avec tous les pays du monde. Mais après, il y a une certaine forme de pragmatisme. On nous disait un certain temps que l'Algérie souhaitait diversifier ses achats militaires. Et surtout quand M. Bouteflika, quand il a fait un passage à Moscou qui a duré 24 heures en disant à Trump, écoutez, vous nous avons vendu des avions de chasse, quasiment c'est des copies, c'était pas des originaux, et qui avait une dette de l'ordre de 7 milliards de dollars. Et ben Poutine, il a effacé cette dette et disant qu'on va vous livrer les originaux. Mais le retour de Bouteflika, je me rappelle, il faut diversifier. On achetait des corvettes italiennes, mais il fallait aussi acheter des armes américaines. Moi, je le dis, si vous voulez diversifier, parce que aussi diversifier ses partenaires, c'est très très important. Nous, ce qui nous obsède, c'est la course à l'armement à tout prix et vouloir acquérir les armes russes à tout prix, et ce qui a posé des problèmes. D'ailleurs, Palladino, si j'ai bien compris, regardez, il était un peu prudent en disant que j'ai pris connaissance, il a dit comme ça, j'ai pris connaissance des articles de presse. Mais c'est très préoccupant, c'est très préoccupant. Maintenant, est-ce qu'ils vont sanctionner ou pas? Les États-Unis peuvent sanctionner de façon temporaire.
temporaire? Est-ce qu'ils vont faire un précédent comme ce fut le cas en 2017? Mais pour finir, Nasser, l'Égypte aussi, elle voulait acquérir pas des Su-57, des Su-35 en 2020. Et que et que quand ils ont vu que les pressions américaines peuvent être terribles parce qu'ils dépendent forcément d'une aide américaine de l'ordre de 2 milliards de dollars par an, mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Au lieu qu'ils achètent des Su-35, ils ont acheté des Rafales français. Quand vous achetez des Rafales français, eh ben vous n'êtes pas sanctionné parce que la France n'est pas considérée, je dis pas un ennemi, adversaire des États-Unis. Donc après, je ne sais pas c'est quoi la définition entre ennemi et adversaire sur le plan diplomatique, mais en tout cas, le problème, c'est le timing. C'est le timing. Pourquoi cette course à l'armement à tout prix? On aurait pu, je dis, mais je suis pas un expert militaire, mais les Su-35 avec la revalorisation du matériel militaire aérien et sous-marin, c'était largement suffisant. Mais pourquoi le timing maintenant? Parce qu'il y a des échéances géostratégiques qui attendent l'Algérie, celle de demain à Madrid, celle d'autres aussi échéances qui vont venir. Donc le timing est très important et le timing, ça demande un certain pragmatisme. D'ailleurs, la loi 80 et 20% qui a été proposée par Boukaddoum, la loi, je me rappelle, la loi sur les mines, 80-20%, mais c'était un cadeau qui était censé être donné aux Américains. Mais les Américains n'en veulent pas finalement. Vous savez, ils ont la RDC à côté. Eh bien, la République démocratique du Congo, la région des Grands Lacs, c'est beaucoup plus riche que nous. Il faut dire les choses, parce qu'à chaque fois, on nous dit que l'Algérie est riche. Oui, elle est peu riche, il faut le savoir, parce qu'on a du pétrole, du gaz, on a beaucoup de ressources qui ne sont pas exploitées. Mais pour être riche, il faut ne pas accepter ce transfert de technologie, assurer son ingénierie tout seul, monter en puissance nos ingénieurs, nos têtes pensantes, pour avoir ce qu'on appelle une industrie autonome, et puis pour mettre l'Algérie aussi sur le plan de l'autonomie économique, financière, agroalimentaire, minière, ainsi de suite. Très bien, restez avec nous, Elias Djubaili. Vous avez bien sûr mentionné le timing, mais aussi les orientations diplomatiques de notre pays, sa vision du monde. Rappelons donc ce qu'a déclaré Hamadi Tebboune hier dans son entrevue. Juste des extraits très rapidement concernant donc la France. Tebboune donc a refusé de répondre à une question qui concerne les relations entre l'Algérie et la France. La crise entre l'Algérie et la France, grave accusation donc de Tebboune contre Paris. Celui qui veut humilier l'Algérie n'est pas encore né. Et il a donc lancé sa bonne relation internationale avec les grands. Nous entendons bien. Qu'est-ce que ça veut là? Ça veut dire, sous-entendre que la France est un petit pays, entre guillemets. On va revenir juste après cette petite pause, si vous voulez bien sûr réagir encore sur cette question, mais on aura d'autres thèmes donc et d'autres questions avec nos invités. Restez avec nous, on va revenir dans un petit moment.